2008, je fais la rencontre d'un ami qui me demande si j'ai rempli le dossier d'indemnisation allemande pour les enfants cachés. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah, tu es en vie, tu as été caché. Et là, je prends conscience que je ne connais absolument rien de mon histoire. Donc j'interpelle mon frère pour savoir s'il a quelques souvenirs, et au bout de quelques jours et presque même quelques mois, il me dit « Je crois me rappeler d'un nid fleuri ». Nid fleuri, vous en avez des dizaines et des dizaines. Monsieur et Madame Funet, c'est pareil. Ah, je suis perturbé, je vous assure, parce que j'ai perdu mon téléphone et là ça m'ennuie carrément. La troisième chose, c'est, je crois que nous allions dans un patronage, mais il fallait traverser le boulevard. À l'époque, nous habitions Paris, sur les boulevards extérieurs, il y allait. Tout en haut, là-haut. Donc, s'il fallait traverser le boulevard, nous étions côté Saint-Ouen, donc il fallait rentrer dans Paris. Je regarde ce qui peut être un patronage, je tombe sur une école, j'appelle, on me dit non, ici on n'a jamais caché de juifs. Par contre, vous avez une église un petit peu plus loin. J'appelle cette église et la dame me dit vous avez de la chance. Ça, c'est un mot que vous allez souvent m'entendre dire. Vous avez de la chance, j'avais oublié un dossier, que voulez-vous? Je voudrais savoir si vous avez entendu parler de monsieur et madame Funet. Ah, mais bien entendu, c'était nos pasteurs. Vous connaissez un nid fleuri? Eh oui, c'est notre colonie de vacances. Un coup de fil, les trois souvenirs de mon frère se réalisent. Bien entendu, l'émotion est grande, elle s'en aperçoit, reposez-vous, je vous rappelle demain. Elle me rappelle, elle me donne le numéro de téléphone de cette dame, la fille de ces pasteurs, que j'appelle, et je lui demande si Pierre Drahi lui dit quelque chose. Non. Paul Drahi? Non. Nelly Drahi? Nelly, Polo et Pierrot? Pourquoi? Elle avait 14 ans. On avait dû lui cacher notre nom de famille. Mais Nelly, c'est elle qui s'occupait d'elle et rapprochée avec Pierrot et Polo, elle s'en souvient. Donc on prend rendez-vous et elle va nous raconter bien toute cette partie de mon histoire que je ne connaissais pas. Voilà Jeanne, son mari, ma soeur, mon frère et moi. Elle va me dire que mes parents sont nés en Algérie, ma mère à Oran, mon père à Tlemcen. Ils vont avoir 4 enfants, 4 garçons, jusqu'en 1935. Et c'est à cette époque qu'ils vont quitter l'Algérie pour venir s'installer donc à Paris, à côté du frère de mon père, qui habite aussi le quartier. Et cette église, c'est une église protestante, église du Tabernacle, et c'est là où beaucoup de choses vont se passer. Voilà l'immeuble 150 boulevard Ney, où habitaient mes parents. Voilà. Je vais revenir légèrement en arrière. Je ne connais rien de mon histoire, ce qui fait que ça va être pour moi assez difficile, mais il se passe encore un autre événement important, c'est la mort de mon oncle. Et lorsqu'il va décéder, eh bien ma tante va retrouver une boîte en carton où il y a tous les actes de disparition de ma famille et beaucoup de documents qui vont me permettre de commencer à reconstituer mon histoire. Il y avait effectivement cette photo de ma mère que je ne connaissais pas. Elle était couturière à demeure et pour nous ça va être quelque chose d'important parce que lorsque c'est la guerre, les pasteurs, alors attendez, je vais revenir légèrement en arrière, il y a la naissance de ma sœur ensuite en 1938 et ma naissance à moi en 1940, le 28 avril 1940. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que 14 jours après ma naissance, ce serait l'invasion de la France par les Allemands, par l'armée allemande. Et là, pour les Juifs, eh bien, ça va être assez difficile parce que
D'abord, mon père va perdre son travail, puisqu'il n'a plus le droit d'avoir un commerce. Heureusement que ma mère travaille un peu. Et voilà la photo de mon père, c'est la seule photo que j'ai de lui. Ça, c'est ma grand-mère, qui est restée en Algérie. Et voilà l'hôpital Bichat, c'est là où je vais être caché pas mal de temps. C'est là aussi où je vais être soigné. Pourquoi? Parce que l'hiver 39-40, oui 39-40, 40-45, 40-41, pardon, est assez rigoureux, et ce qui fait que je vais attraper la tuberculose et je vais être séparé de ma famille. Je vais être donc hospitalisé dans cet hôpital qui est d'ailleurs mitoyen de là où habitaient mes parents. Les ordonnances de Pétain donc fait que tous les juifs vont être mis à l'index. Ils vont être obligés d'acheter sur leur ticket de rationnement des étoiles qu'ils doivent mettre sur le vêtement. Mon père va refuser, et n'ayant pas de travail, il a comme ami le livreur de charbon de bois qui lui dit que son patron cherche des employés, et mon père va donc aller à Nogent-l'Artaud fabriquer du charbon de bois, mais surtout être caché. Ça devient difficile pour ma mère, pardon, et le fait d'être couturière, eh bien, les pasteurs vont avoir besoin d'elle pour raccommoder des vêtements, parce qu'il y a eu des ennuis pour les juifs qui n'avaient plus de travail, mais ces juifs avaient aussi des entreprises et ils embauchaient des non-juifs qui vont perdre leur travail, ce qui fait que beaucoup de gens vont être au chômage, et ils vont construire des baraquements pour que ces gens puissent, je ne sais plus si c'est avant ou après, voilà, ils vont construire des baraquements pour que ces gens aient au moins un toit et puissent avoir aussi à manger. 1944, pardon, 1943, je ne sais plus, je sais pas. On frappe à la porte de ma mère, et c'est un deuxième pasteur qui vient l'avertir que les Allemands sont en train d'arrêter des Juifs, il faut qu'elle s'en aille. Et avant qu'elle ait pu réunir les paquets et s'en aller, on frappe une deuxième fois. C'est un deuxième pasteur, le pasteur Charlet, qui vient lui dire qu'il faut qu'elle s'en aille. Et malheureusement, il est avec ma tante. Malheureusement, on refrappe encore une troisième fois. Et là, c'est un inspecteur de police française avec la Gestapo qui est là, pardon, qui demande à ma mère si elle est bien Madame Drahi. Oui, ces enfants, ce sont les vôtres. Oui, et vous, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le pasteur de l'église du Tabernacle. Et vous, madame, en s'adressant à ma tante, avant qu'elle ait parlé, il dit: cette dame est mon employé, le petit garçon-là, c'est son fils. Eh bien, partez, sinon je vous embarque. Eh bien, il a sauvé ma tante et un de mes frères. Malheureusement, ma mère et mes trois frères aînés vont être arrêtés, envoyés à Drancy, de Drancy à Auschwitz, où ils seront gazés et brûlés. Pendant ce temps-là, mon père, lui, est à Nogent-l'Artaud. Il fait du bois, mais il va y avoir une arrestation de 9 personnes. Voilà les baraquements que faisaient les pasteurs pour pouvoir héberger ces personnes qui n'avaient plus rien. Je vais passer parce que j'ai peut-être pas beaucoup de temps pour vous. Voilà Auschwitz. Alors là, j'ai aussi quelque chose d'important que j'ai retrouvé. Auschwitz, Drancy, pardon, c'est un immeuble en fer à cheval avec 24 escaliers. Les 4 premiers escaliers, lorsque Aloris Brunner en devient le directeur, il les autorise à écrire à leurs parents. Pardon. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et j'ai retrouvé la lettre qu'a écrit mon cousin, c'est-à-dire le fils de mon oncle, le frère aîné de mon père, qui lui va se cacher à Marseille parce qu'on arrête les jeunes à Paris qui ont fait d'ailleurs, qui ont tué un officier allemand dans le métro, enfin qui font des actes, et pour éviter qu'ils se fassent arrêter, eh bien, il l'envoie à Marseille
Malheureusement, il va se faire arrêter à son tour. Et c'est lui qui écrit à sa mère cette fameuse lettre. On me dit de ne pas la faire voir, mais moi je veux la faire voir. Vous voyez, ce sont des cadavres que l'on a recouverts. Ça aussi. Et ce sont des juifs qui vont prendre ces cadavres et qui vont les envoyer dans les chambres à gaz pour les brûler. Il y en a eu des milliers et des milliers. Les actes de disparition, et là je n'ai pas compris pourquoi notre oncle ne nous en a jamais parlé. Parce que si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais rencontré les pasteurs qui m'auraient raconté sûrement plus que ce que Jeanne m'a raconté. Et là, il y a vraiment des documents de l'époque. Voilà Aloïs Brunner. Voilà d'ailleurs mon cousin, Gilbert. C'est lui qui écrit à sa mère. Et qu'est-ce qu'il écrit? Je vais vous le lire, à moins que vous arriviez à le lire vous-même. Non. Ma maman chérie... Oh, pardon. Ma chère maman chérie, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle qui va t'effrayer, mais n'aie pas peur et surtout sois courageuse. Je pars demain matin, je ne sais pas où, mais compte sur moi, je t'avertirai où je serai, car à chaque fois qu'il m'est arrivé des coups de Trafalgar comme ça, je me suis coupé en 4 pour te donner de mes nouvelles. Dors bien. Promets-moi de ne pas pleurer parce que c'est de ça que je pleure. C'est de savoir que tu pleures. Moi, je sais que je vivrai toujours. Non, il ne sait pas là où il va, c'est fini pour lui. Et que je vous reverrai. Je ne sais pas ce qui m'a endurci comme ça, et j'ai le caractère d'un homme. Je te le répète, n'ayez pas peur. Tu me diras si papa travaille. Non, papa ne travaille pas, il est clandestin. Mais l'important, ce n'est pas ce qui est écrit. L'important, c'est ça. C'est que si vous écrivez à vos parents juifs, eh bien, ils ont l'adresse. Mais là, j'ai quelque chose qui m'ennuie personnellement, c'est que vous voyez Madame Drahi, 5 rue Jean Varenne, Paris 18e. Mais on va arrêter Madame Drahi, 150 boulevard Ney. Là, j'ai quelque chose qui me gêne. J'en parlerai pas. Il y a aussi l'événement de l'arrestation de tous les enfants de l'hôpital Rothschild. La police française investit cet hôpital et arrête tous les enfants qu'ils trouvent. Ces enfants vont être envoyés à Drancy, de Drancy à Auschwitz, et ils seront gazés. Jeanne, une petite fille d'un des pasteurs, pasteur Funet, se rappelle qu'il y a Pierrot à l'hôpital Bichat et que les Allemands risquent aussi d'aller à l'hôpital Bichat pour les arrêter. Eh bien, elle va me faire sortir en disant que c'est mon petit frère, son petit frère. Elle va me faire prendre un train avec tous les contrôles, allemands, français aussi, un quart, et va m'envoyer dans une colonie de vacances au Lenny-Fleury. C'est cette maison qui se trouve dans l'Aube. Et la seule photo que j'ai, c'est celle-ci. Le petit encapuchonné, là, c'est moi. Ma sœur qui me tient le bras. Mon frère qui est derrière. Monsieur et Madame Funet en haut. Et Jeanne, la deuxième personne qui est là-bas. Malheureusement, la tuberculose que j'ai attrapée est trop forte et je vais être obligé d'aller dans un sanatorium d'abord, un préventorium d'abord et un sanatorium, ce qui fait qu'en fin de compte, je ne connais pas ni mon frère ni ma sœur, j'ai pas eu le temps. Ces cadavres vivants, c'est lorsque les Russes sont arrivés à Auschwitz, et bien voilà ce qu'ils ont trouvé. La plus grande part de ces gens-là, malheureusement, ne survivront pas. Voilà où était caché mon père, Nogent-Lartaud. Ce petit village a une gare de ravitaillement pour les trains, parce qu'à l'époque, il fallait remettre du charbon et de l'eau pour les faire avancer, mais la particularité de cette ville, c'est qu'elle est située sur la route, enfin les voies ferrées qui vont de Paris à Auschwitz. Ce qui fait que lorsque Serge Klarsfeld fait l'anniversaire du départ des convois, j'ai dit que mon père qui habitait, on ne voit pas, oui, le petit fenestron qui est tout à fait là-haut, et vous voyez que la voie ferrée est à 50 mètres, j'ai dit que mon père a dû voir le convoi 69
sans savoir qu'à l'intérieur il y avait sa femme et ses enfants. Et qu'il ne savait pas non plus que quelques mois après, ce serait lui qui serait sur cette voie. Monsieur Serge Klarsfeld m'a retrouvé, m'a beaucoup aidé et a retrouvé pardon. J'avais promis de ne pas pleurer. C'est l'affiche d'arrestation de 8 partisans et autres, et la 9e personne, eh bien, c'est mon père. Les 8 premiers vont être envoyés directement à Drancy, oui, et mon père sera envoyé à la prison de Saint-Quentin, où il sera cuisiné, et il ira aussi, à son tour, à Auschwitz, à Drancy, pardon. Ce qu'avaient de bien les Allemands, malgré tout, c'est que chaque fois qu'une personne arrivait à Drancy, on faisait la note de tout ce qu'ils avaient sur eux. Eh bien, même pour 5 francs, ils ont fait une fiche lors de l'arrivée de mon père. La voici, c'est M. Serge Klarsfeld qui m'a retrouvé ce document. Voilà les actes d'arrestation, et on voit bien ici en dessous que c'est un inspecteur de police française qui a arrêté ma mère et mes frères. La fin de la guerre arrive, moi je suis au sanatorium, et vous voyez Jeanne, qui a quand même un peu grandi, sa mère, et ma soeur et mon frère, qui vont être envoyés en Algérie chez un oncle, qui n'a pas été non plus très sympathique avec nous. C'est qu'il est marchand de bois. C'est pour dire que malgré tout, il y a aussi des juifs qui n'ont pas été sympas. C'est un marchand de bois, et à l'époque, pour pouvoir quitter l'Algérie pour venir en France, il fallait une raison valable. Lui, il en avait une. Je vais chercher mes neveux qui sont orphelins. Donc, il prend mon frère et ma sœur, ils vont arriver en Algérie, et 3 semaines après, il va les faire renvoyer, après avoir passé sa commande, il va les faire renvoyer en France par une assistante sociale. Ma sœur, mon frère irait à Saint-Ouen-l'Aumône, et ma sœur à Fontainebleau, dans des orphelinats. Voilà d'ailleurs sur la Canebière, ma sœur et mon frère qui reviennent d'Algérie ou qui repartent, je ne sais plus exactement. Voilà ma petite sœur qui n'a pas été non plus très heureuse, même avec cet oncle. Ça a été un peu Cendrillon, un peu beaucoup. Moi, j'ai connu que les bruits d'un hôpital, à part les quelques jours où j'étais au Nid-Fleury. Ce qui fait que lorsque j'ai quitté l'hôpital, guéri, il y a un film qui retrace un peu mon histoire qui s'appelle « Les enfants de la chance ». Et à la fin du film, le docteur, qui avait caché des enfants juifs en mettant les enfants dans du plâtre du genou au bassin, comme ça on ne voit pas ce qu'ils ont été circoncis, et le docteur leur dit « Ah, c'est la fin de la guerre et tu es guéri ». Eh bien, c'est ce qu'on m'a dit à moi. C'est la fin de la guerre et tu es guéri. Donc, je vais être dans les sanatoriums, je suis donc guéri, et on va m'envoyer à Saint-Ouen-l'Aumône, dans un orphelinat de la baronne de Rothschild. Mais moi, je ne connais que les bruits d'un hôpital, et on arrive de nuit. Les bruits qui se passent la nuit entre les feuillages, peut-être les animaux, j'ai eu une trouille extraordinaire, c'était fou. Et je vais arriver donc dans ce château de la baronne de Rothschild, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans la région parisienne, où je vais retrouver mon frère, mon vrai. Mais Albert, qui était là-bas aussi, était aussi mon frère. On vivait ensemble. Moi, être frère ou sœur, au départ, c'était que des garçons, c'était des frères. C'est pour ça que moi, Albert, c'est mon frère, plus encore que mon frère, parce que lui, je l'ai connu beaucoup plus longtemps que mon vrai frère, qui est parti trop tôt. Et 1945, fin 45-46, où les gens qui avaient été cachés pouvaient retrouver plus facilement leurs enfants, eh bien c'est d'abord dans les orphelinats. Donc je vois arriver des petites dames, surtout des dames parce que les hommes étaient à la guerre, et qui viennent rechercher leurs enfants, et à chaque fois je leur demandais « Vous connaissez pas ma maman ?» Et bien sûr on me disait « Non petit, on ne connaît pas ta maman.
D'ailleurs, ça aurait dû être le titre de mon livre, mais j'ai fait la rencontre de M. Klarsfeld qui m'a dit qu'il fallait qu'il y ait le mot mémoire dans le titre de mon livre. C'est pour cela que mon livre s'appelle La mémoire des verrouillés. Mais de voir que quand je demandais, vous connaissez pas ma maman, et qu'on me disait toujours non, ben, je commence à faire des bêtises, à être hargneux, méchant, je mets même le feu, on avait un souterrain où on avait fait un dortoir, je mets le feu, enfin bref, j'en ai tellement fait voir qu'on m'a viré de cet orphelinat. Seulement, juste avant de partir, j'ai volé effectivement la photo que vous avez vue au départ, qui est la photo de mon livre, et la photo de mon frère. Sinon, je ne les aurais jamais eues. Les voici. Voilà la mémoire de Madame Noémie de Rothschild. Et dans tout mon parcours, après avoir été dans les orphelinats, centres de redressement, centres d'observation, eh bien on va m'envoyer dans une maison d'enfants. Et je suis content de ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est surtout pour les élèves qui travaillent dans la maçonnerie. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Eh bien vous allez voir ce que peuvent faire des enfants de 10 ans à 17 ans, ou même peut-être un peu plus, grâce à ces deux personnes. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que ces deux personnes ont des surnoms que leur ont donné des enfants. Je vais faire une parenthèse pour vous expliquer qui sont ces deux personnes. Cette dame est institutrice à La Treille, à Marseille, et qui vient de prendre son poste, et elle a un petit élève de 10 ans dont elle trouve qu'il a une capacité intellectuelle importante et qu'il serait dommage qu'il ne puisse pas suivre ses études. Donc elle propose à ses parents de lui donner des cours particuliers. Ils acceptent, bien entendu. Elle vient de se marier, son mari est décédé, mais elle reste avec ce petit garçon qui va grandir, et puis en fin de compte, malgré la différence d'âge, eh bien, ils vont se marier. Seulement, cette dame ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Bayonne, c'est la guerre en Espagne, 1937, et ils vont ramasser tous les enfants qu'ils trouvent. Et ils vont eux-mêmes se autogérer. Ils vont former 3 commissions. La commission de sécurité, on est en pleine guerre, il faut que chaque enfant sache où aller au cas où il y a une alerte. La commission de ravitaillement, parce qu'il faut manger, bien sûr. Et la commission d'études, parce qu'il faut continuer à apprendre. Ils vont être dénoncés, ils vont aller se cacher dans le massif du Vercors. La fin de la guerre arrive, par contre c'est la guerre en France, donc il va y avoir encore d'autres enfants, 90 enfants. Comment faire? Eh bien, on va continuer ce qu'on a fait avant. Cette dame a un terrain à Moulin-Vieux, dans une vallée du Taillefer, dans les Alpes. Et en 1944, les Américains lui offrent des baraquements métalliques et des marabouts. Des marabouts, c'est des grandes tentes où on peut vivre assez nombreux. Et ils vont faire un camp de vacances, ce qui fait que les enfants vont partir de leur cache et aller dans ce village pour passer les vacances en 1944. Seulement, il y a eu la guerre dans le Vercors, la maison a été bombardée, ce qui fait qu'ils vont être obligés de rester à Moulin-Vieux. La fin de la guerre arrive, ils se disent qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on va construire une maison pour les enfants orphelins. Et c'est ça qu'ils vont faire. Ces deux personnes, ils vont avoir un surnom, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà ce qu'on se construit, les enfants de la guerre. Beaucoup sont partis pour retrouver leurs parents, mais beaucoup sont aussi restés. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Nous allons construire une maison pour eux, et voilà ce qu'ils ont construit. Et c'est là où je vais arriver le 13 mars 1953. Je suis né le 28 avril, et pour la première fois, on va me souhaiter mon anniversaire. Ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que il y a autre chose de très important pour moi, c'est que ces deux personnes, on les a surnommées Patoche
maman. Et là, je trouve ma maman. Et beaucoup d'enfants vont venir. Et à mon tour, je demande, je suis membre du conseil d'administration, je demande est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose? Si. Vous savez, à Marseille, les enfants ne connaissent pas la neige. Vous allez construire un chalet pour faire venir les enfants en classe de neige. Et c'est pour ça que je suis content de parler à vous. C'est que vous allez voir ce que des enfants de 10 à 17 ans peuvent faire pour d'autres enfants. Voilà Patoche et maman. Voilà Kraidos, ça a été mon premier surnom. J'arrive à Moulin-Vieux, je pèse 29 kilos. Mais ça va changer. Et à notre tour, je demande, est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose? Si, vous savez, à Marseille, les enfants ne connaissent pas la neige. Vous allez construire un chalet. Eh bien, oui, nous allons construire un chalet, mais pour ça, il faut de l'argent. Et il s'octroie un deuxième instituteur que nous avons surnommé Kreuder, qui a changé ma vie. C'est un monsieur qui habitait avec nous et qui était instituteur aussi et qui nous faisait étudier de 7 h du matin à 9 h du soir. Et si je ne suis pas trop bête, eh bien c'est grâce à lui parce qu'il a voulu que chaque enfant réussisse dans la vie. Et vous allez voir que ça a été difficile pour moi, mais grâce à lui, j'ai réussi ma vie. Donc pour ça, il fallait gagner de l'argent, et comme il est poète, peintre et ainsi de suite, eh bien nous allons faire un récital. En première partie, l'histoire de France, et en deuxième partie, l'histoire de cette maison que nous allons présenter en France, bien sûr, dans les pays limitrophes, et nous allons gagner de l'argent, et ça va nous permettre de construire. Alors, de Kraidos, eh bien, je vais être appelé Pierrot la brouette. Eh bien, celui qui tient la brouette, c'est moi. On n'avait pas les moyens que vous avez maintenant pour construire des maisons. Nous faisions tout à la main. Nous avons fabriqué, on allait dans un ruisseau, ramasser du sable, du gravier. Nous avons bâti les parpaings, nous avons monté les murs, on a appris à faire de la menuiserie et voilà ce que nous avons fait, ce qu'ont fait les enfants pour faire venir 90 enfants en classe de neige, d'abord de Marseille, mais après un peu de partout, dans cette belle vallée du Taillefer. Voilà des enfants qui travaillent. Voilà encore Pierrot la brouette. Là, je ne comprends pas, je suis celui qui est en short, alors que je suis très frileux. Là, je ne me rappelle pas de cette photo, mais enfin, c'est bien moi en tout cas. Et voilà comment nous bâtissions ça. Et tout le ciment était monté à la main, grâce à ces échafaudages, et où on les tirait à la corde. Voilà ce que nous avons construit pour faire venir des classes de neige de Marseille. Vous voyez que j'ai changé, j'ai grossi, je ris, je suis heureux. Il faut aussi travailler et on va me proposer de faire chaudronnier ou ajusteur. On avait dit chaudronnier en premier. J'ai dit, allez, chaudronnier. J'ai travaillé 3 ans au lycée de Visil et nous avons d'ailleurs gagné le premier prix départemental avec cette fabrication. Et je vais avoir 19 ans et pour la première fois, je reçois un coup de fil de ma sœur qui veut se marier et qui veut que je vienne à son mariage. Eh ben, je ne savais pas que j'avais une sœur, je ne savais plus que j'avais un frère. Je vais donc arriver à ce mariage et elle a une amie intime. Alors, dans le travail que j'ai fait, la chaudronnerie, c'est aussi du traçage et donc du dessin. Et ça va me servir pourquoi? Parce que le témoin de ma sœur est une petite dame qui travaille à la mairie de Poissy. Et justement, monsieur le maire de Poissy cherche des dessinateurs. Elle me propose. Et le maire accepte de me prendre. Bien. Et moi, innocemment, je lui dis où est le dortoir? Il ne comprend pas très bien. Eh bien, écoutez, je vais mettre un lit dans la chaufferie de la mairie et vous irez manger à la cantine.
Mais je n'ai pas d'argent non plus. Ah, c'est un autre problème. Je vais vous faire voir. Pardon. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà la petite valise. C'était tout mon trésor. Je l'ai retrouvé il y a un mois en voulant nettoyer mon garage. Je me rappelais plus que je l'avais, mais la voici. Donc le maire accepte de m'engager, mais il faut bien entendu rembourser cette avance de salaire que je n'avais pas. Eh bien, il m'a fallu faire 1000 métiers pour arriver, et je vais m'arrêter là en vous disant que malgré ça, j'ai réussi ma vie. J'aime bien témoigner devant les écoliers. Pourquoi? Parce que je pars avec une dette et j'ai fait un gros effort pour leur faire voir que si on a la volonté de s'en sortir, on le peut. Et j'ai fait un gros achat, je me suis acheté une Mercedes. Et je vous assure que ça marche toujours, parce qu'à la fin de la réunion, est-ce qu'on peut voir la voiture? Eh bien, si tu as le courage de faire ce que j'ai fait, toi aussi, tu rouleras en Mercedes. Voilà, après, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est que quand j'arrive à Marseille, je ne connais pas la religion juive et je veux savoir ce que c'est. Donc je vais dans les instituts, le CRIF, et pour me remercier, le président m'invite au repas annuel du CRIF. Et ben, cette année-là, c'était en hommage à la famille Klarsfeld. Et c'est là où ce monsieur m'a dit, monsieur, il faut que vous écriviez votre histoire. C'est super. C'était Klarsfeld. J'ai encore eu cette chance, c'est que je suis vice-président d'une association à Bandol et la femme de mon président me dit qu'elle habite à Pontoise. Ah, c'est drôle, moi j'étais à Saint-Ouen-l'Aumône. Qu'est-ce que tu me dis là? J'ai un ami qui m'a dit la même chose. Tu connais Armand Guaniche? Ah bah bien sûr, c'était un frère à moi. Allô, allô Armand, tu connais Pierre Drahi? Pierre Drahi, non, Pierrot Drahi. C'est Armand. Je vais dans une institution, la présidente, Madame Toros-Marter, fait son discours, et à la fin de son discours, elle dit « Je passe la parole à notre secrétaire général, Monsieur Albert Barbout. » Albert Barbout, là ça me dit quelque chose. À la fin de la réunion, je vais voir ce monsieur, je lui dis « Vous avez toujours vécu à Marseille ?» Oui, à Marseille. Non, non, avant j'étais dans la région parisienne. À Saint-Ouen-l'Aumône? Oui. Au château de Montbuisson? Oui. Je suis Pierrot. C'est Albert que j'ai retrouvé. Ce soir. Et nous voilà. Ce monsieur, c'est l'aîné d'une famille de 18 enfants. C'est un des premiers donateurs du mémorial de la Shoah. C'est le seul qui a été arrêté par la Gestapo et qui est allé à Drancy. Mais il en est revenu, heureusement. Je vais en Guadeloupe, j'allais en Guadeloupe pendant des années, et un jour je rencontre un monsieur, un mariage, et je demande qui est le marié. Eh bien, j'ai perdu le nom de la famille. C'était donc un de ses frères, et que j'ai retrouvé. Et là, c'est le jour, justement, où le Serge Klarsfeld faisait l'anniversaire du départ, où je retrouve le frère aîné. C'est le seul de la famille qui a été déporté, et heureusement, il en est revenu. Mais pourquoi je connais cette famille? C'est que quand j'étais à Moulin-Vieux, il y avait un de ses frères qui était là, et il a connu mon frère. Et quand ça a été Kippour, il lui a demandé où tu passes les fêtes. Il a dit, moi, je ne passe pas de frère, je n'ai pas de famille. Il appelle sa famille, l'autre appelle sa mère. Il dit, j'ai un petit ami qui ne fait pas
les fêtes parce qu'il est orphelin. Et elle lui a dit, fais-le venir, vous êtes 18, et bien vous serez 19. Et c'est une très grande famille, et ils ont adopté mon frère dans la famille. Et lui, c'était donc le frère aîné. Voilà le jour de la remise de la médaille des Justes à Jeanne. Parce que je pensais que cette dame qui nous avait sauvé la vie devait recevoir cette médaille. Et c'est aussi ce qui m'a remis le pied à l'étrier, parce que de connaître mon histoire, je suis tombé en dépression, j'ai eu un zona énorme, je croyais que c'était foutu, et c'est encore une belle rencontre qui me dit qu'on peut honorer les gens qui vous avaient sauvé la vie de l'obtention de la médaille des Justes. Eh bien, c'est le jour où on a remis cette médaille à Jeanne, qui n'en revenait pas. Je n'ai rien fait de spécial. Si, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà son diplôme. Puis je me suis dit qu'en fin de compte, il y a des footballeurs qui gagnent des milliers, des millions, qui ont la Légion d'honneur. Et je pensais que Jeanne méritait elle aussi la médaille de la Légion d'honneur. Et on lui a remis la médaille des Justes. Voilà ma petite Jeanne, qui est décédée il y a 8 mois maintenant, malheureusement, qui a reçu la médaille de la Légion d'honneur par Madame la préfète d'Annemasse, je ne me rappelle plus le département. Alors elle était fille unique, mais elle a eu 18 enfants aussi. Elle en aurait eu 3 de plus, mais ça ne s'est pas fait. Et là, il s'est passé encore quelque chose, j'ai encore quelques minutes. Il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que je suis arrivé la veille à Annemasse, il pleuvait comme vache qui pisse. La cérémonie devait commencer le lendemain à 3 h. Ça s'est arrêté de pleuvoir, il a fait un ciel bleu extraordinaire. Jusqu'à 6h30, la fin de la cérémonie, il s'est remis à pleuvoir. Voilà, devant, il y a mon beau-frère, ma sœur, Jeanne, moi, mon frère et sa compagne. Et derrière, c'est toute la famille de Jeanne. Et j'ai voulu aussi qu'ils soient gravés, que leurs noms soient gravés sur les murs de noms du mémorial de la Shoah. André, Jeanne et Alice. Mais aussi Henri et Henriette Julien, Patoche et maman, que j'ai fait mettre aussi sur ce mur. Paris, dans les écoles de Paris, ils ont été, toutes les écoles ont le nom des enfants qui sont allés dans ces classes, et on leur a donné qui ont été arrêtés. Et quand je suis allé dans celle du 18e arrondissement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas le nom de mes frères. Et j'ai voulu qu'il y ait leur nom. Ils ont donc refait la plaque avec le nom de mon frère Raymond et René et André qui est à l'autre bout. Je suis allé à Nogent-l'Artaud et avec l'accord de la mairie, j'ai fait mettre une plaque commémorative en hommage à mon père dans ce petit village. Et là, il s'est encore passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont invité des musiciens, une chanteuse et tout ça, et cette chanteuse va dire à sa mère, j'ai chanté pour un monsieur qui a retrouvé son père, ils ont mis une plaque, elle l'appelle sa tante, et il s'appelle Pierre Drahi. Ben, Pierre Drahi, c'est notre cousin. Eh bien, elle a chanté, elle ne le savait pas, elle a chanté l'Activa en hommage à mon père. Excusez-moi, j'ai une équipe. Et puis, il y a des personnes importantes aussi qui ont vécu les orphelinats, mais qui sont devenues des personnalités. Alors, si vous avez entendu parler de Boris Cyrulnik, eh bien, c'est ce monsieur qui a aussi connu les orphelinats. Voilà ma petite femme, avec Jean-Pierre Foucault. Pourquoi j'ai pris cette photo? C'est que il nous a invités à cette cérémonie. C'est que beaucoup de personnes, avant de mourir, vont raconter leurs histoires à leurs enfants. Et ça a été le cas de la maman de Jean-Pierre Foucault. Sa maman lui a dit, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais qui m'a sauvé la vie, qui m'a caché pendant la guerre? Eh bien, c'est ton père. Après la guerre, nous nous sommes mariés et nous avons eu des sœurs. Et ce jour-là, eh bien, ayant appris ça, Jean-Pierre a nommé son père Juste, ayant sauvé sa mère. Et c'est le jour de la remise de la médaille des Justes à sa mère, à son père, qui nous a invités, bon, on le connaît un petit peu,
Là, je fais des conférences. Bon, je vais faire un peu de pub pour mon livre. Mon livre a été édité en Allemagne suite à une rencontre à Bandol d'une petite dame qui, en fin de compte, était la maman d'un éditeur allemand. Et mon livre a donc été édité en Allemagne. J'ai été invité à l'université de Saarbrück, une université francophone. Les journaux en ont parlé et l'éditeur du livre d'Anne Frank a édité mon livre en luxembourgeois. Voilà, bon après j'ai appris, je suis allé en Israël. Bon, je fais un peu de cinéma, je fais partout. C'est mon avis. C'est les photos, bon je fais un peu de... Voilà. Ça, on va laisser poser des questions. Allez. Sur ça, hein. Mais je voudrais quand même parler de celle-ci aussi, c'est la dernière. Vous voyez, c'est la fête de fin d'année et on note que un tel fait ceci, un tel fait cela. Et en 8e position, c'est mon frère. C'est mon frère qui va écrire un poème, Notre sort. Ben, il ne savait pas que son sort à lui, quelques jours après, ce serait Auschwitz. Et puis j'aime bien aussi, bon j'avais fait une émission de Sophie d'avant, c'est pas... Voilà aussi ce que j'aurais aimé me faire graver sur le bras, mais en fin de compte je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ben, parce que je me suis aperçu que dans le prénom de ma mère, il y avait un Z comme Zari, A comme André, R comme René, R comme Raymond, I comme Isaac. Les 5 personnes. Les 5 personnes de ma famille qui sont mortes. Donc je ne l'ai pas fait. Ça c'est la Mercedes. Mais ce que je voulais voir, c'est aussi cette image. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de musulmans, de juifs, de chrétiens, de noirs ou de blancs. Il y avait juste des copains. Voilà. On va laisser 10 minutes, un quart d'heure pour ceux si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous pouvez expliquer qui sont les Klarsfeld? Alors, Serge Klarsfeld est un avocat qui a traqué les Allemands. Il est allé même jusqu'en Amérique du Sud essayer de rattraper un officier allemand dont je ne me rappelle plus le nom, mais enfin, il a failli mourir aussi. Et sa femme a eu le culot de gifler Kissinger à l'Assemblée nationale allemande. C'est un avocat qui fait un travail extraordinaire que j'adore parce qu'il m'a beaucoup aidé dans les recherches que j'avais et qui aide aussi les gens à retrouver leur histoire.